Bonjour les chimistes, très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on reprend un petit peu les révisions en cette période très spéciale de confinement. Alors avec un sujet de centrale, donc là je prends un sujet d'oral que je trouve très intéressant parce qu'en fait, en peu de temps, ça permet de reprendre des notions à la fois de la thermodynamique, de l'oxydoréduction. On va aussi réviser les titrages en retour et puis un tout petit peu à la fin même les polymères. Voilà, bon, bah, je ne vous fais pas attendre plus. Comme d'habitude, le sujet, je vous mets le lien dans la description, mais vous pouvez aussi retrouver des exemples de sujets d'oraux de centrale sur leur site internet. Et puis je le rappelle à chaque fois, mais évidemment ça ne sert à rien de regarder la vidéo si vous n'avez pas cherché le sujet avant. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord télécharger le sujet. Laissez-vous 30 minutes de préparation si vous considérez que vous êtes à peu près bien préparé. Et puis ensuite, vous pouvez regarder la vidéo. Comme d'habitude, je mets aussi le timecode. Ça veut dire que si vous souhaitez aller directement à une question, eh bien, il vous suffit de cliquer dessus. Et puis comme ça, vous n'êtes pas obligé forcément de regarder en entier les questions pour lesquelles vous êtes vraiment déjà au point. Allez, on s'y met tout de suite. Bien, alors dans la première question, on vous demande d'écrire le schéma de Lewis de l'APA pour acide peracétique. Donc là, ça c'est très simple. Donc schéma de Lewis, n'oubliez pas, il faut bien représenter toutes les liaisons covalentes. Donc, ne pas écrire CH3, mais bien développer toutes les liaisons. Et vous devez également faire apparaître tous les doublets non liants. Donc là, c'est une question qui ne présente pas de difficulté. Et on a donc la molécule suivante. La suite de la question est un peu plus difficile parce que là, on vous demande d'évaluer l'énergie de la liaison OO en effectuant les approximations nécessaires. Donc c'est délicat parce que là, alors déjà, on doit déterminer une grandeur thermodynamique. Donc là, il faut vraiment bien regarder les données. Je ne vous fais pas une copie d'écran parce que vous avez le sujet en description. Mais on va utiliser un cycle thermodynamique et la difficulté vient du fait que on n'a pas toutes les données. Donc il va falloir faire des approximations et trouver lesquelles. Si vous regardez bien les données, vous voyez que vous avez les énergies de liaison OH, OO double. Donc on se dit qu'on doit pouvoir faire quelque chose avec une équation qui relie H2O2 et H2O et O2. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est un cycle thermodynamique. Et je vais écrire du coup l'équation de la décomposition de l'eau oxygénée, H2O2, en eau liquide et en dioxygène. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez les données d'ailleurs correspondant à cette réaction. On va l'étudier plus loin. D'après moi, les questions auraient pu être mieux posées au niveau de l'ordre, mais c'est pas grave. Vous avez dans les données le potentiel standard du couple H2O2, H2O et O2, H2O2. Je vais vous spoiler un peu, mais en fait, on se rend compte plus loin dans le sujet. Pardon, j'ai une faute dans mon équation. C'est 1,5 ici. Plus loin dans le sujet que cette réaction est spontanée. Bref, si j'écris cette équation de réaction, eh bien on voit que je peux d'une part calculer l'enthalpie standard de la réaction à partir des enthalpies standards de formation. Donc ce serait l'enthalpie standard de formation de l'eau liquide plus 1,5 de l'enthalpie standard de formation du dioxygène gazeux moins l'enthalpie standard de formation de H2O2 à queue. Et bien évidemment, comme le dioxygène gazeux, c'est l'état standard de référence de l'élément oxygène, cette grandeur-là vaut 0. Et vous voyez que dans l'énoncé, on vous donne les enthalpies standards de formation, mais les états physiques ne sont pas précisés, ce qui doit un petit peu nous orienter quant au reste de la question. En fait, quand on vous demande les approximations nécessaires, c'est qu'on ne tient pas vraiment compte des états physiques. Donc je rappelle quand même, c'est important, en toute rigueur, les énergies de liaison, vous devez utiliser que en phase gazeuse. Et en fait, c'est ça qui est négligé ici, c'est qu'on va devoir faire un cycle thermodynamique en négligeant les changements d'état et les enthalpies de solvatation. Autrement dit, je vais décomposer directement H2O2 en 2 hydrogènes gazeux, ça veut dire que je vais rompre les liaisons dans la molécule, et 2 oxygènes gazeux. Et ensuite, je vais reconstituer les molécules de départ. Donc si on exprime les enthalpies pour ce cycle thermodynamique, pour rompre des liaisons, ça coûte de l'énergie. Donc on va avoir 2 fois l'énergie de liaison simple OH, plus 2 fois plus une fois l'énergie de liaison OO simple. Je rappelle entre parenthèses la formule de Lewis de H2O2 si vous souhaitez visualiser les liaisons qui doivent être rompues ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a négligé ici ? Eh bien, on a négligé le changement d'état, c'est-à-dire, la solvatation, parce que là, H2O2 est à queue, il aurait fallu qu'il soit non pas à queue,
mais liquide par exemple, et ensuite il aurait fallu tenir compte de l'énergie, de l'enthalpie, pardon, de vaporisation. Voilà, et puis de l'autre côté, il va falloir du coup créer des liaisons, ça va libérer de l'énergie, donc là on va avoir moins 1,5 de l'énergie de liaison double oxygène-oxygène, moins 2 fois l'énergie de liaison OH. Même chose ici, on voit qu'il y a une énergie de vaporisation qui est négligée pour H2O liquide. Bon, une fois qu'on a fait ça, l'idée de faire un cycle thermodynamique, c'est de dire que la variation enthalpie, donc en quelque sorte le delta RH standard pour le chemin 1, est égal au delta RH standard pour le chemin 2. Une autre manière de le dire, c'est qu'une variation d'enthalpie, une variation d'une fonction d'état, ne dépend pas du chemin suivi entre l'état initial et l'état final. Et bref, si on traduit ça, eh bien, on se retrouve avec enthalpie standard de formation de H2O liquide, moins l'enthalpie standard de formation de H2O2 aqueux, qui va être égal, donc là on va avoir 2 fois l'énergie de liaison simple OH, plus l'énergie de la liaison simple OO, moins 1,5 de l'énergie de la liaison double OO, moins 2 fois l'énergie de la liaison simple OH. Là on voit qu'il y a ces termes-là qui se simplifient, parce qu'au final les liaisons OH qu'on a rompues, elles sont recréées plus loin, et puis on peut en déduire très facilement l'expression littérale de l'énergie de la liaison OO double. Voilà, enfin il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Et donc pour l'application numérique, j'ai trouvé une énergie de liaison double OO de 142 kJ par mol. 142 kJ par mol, on voit que pour une liaison covalente, c'est pas très fort. Hein. Une liaison carbone-carbone, par exemple, est plutôt de l'ordre de 350 kJ par mol. Donc une liaison... Oh pardon, j'ai mis OO double, je suis désolé, je suis pas très réveillé ce matin les chimistes. Soyez prudents sur cet exo, parce que j'écris des fois des bêtises. C'est bien évidemment une liaison OO simple. Et qu'est-ce que je disais, 142 kJ par mol, ça colle avec ce qu'on trouve dans les tables. C'est une liaison plutôt faible pour une liaison covalente. Mais en même temps, les composés à liaison simple OO, en général, on les isole pas très très longtemps, donc c'est plutôt cohérent. La question suivante, en comparant les deux ruptures hétéropolaires de la liaison oxygène-oxygène, indiquer l'atome d'oxygène de l'APA qui constitue le site électrophile. Citer une utilisation de cette propriété en synthèse organique, s'agit-il d'une réaction d'oxydation? Alors, j'ai représenté 2 fois la molécule, donc une rupture hétéropolaire, c'est synonyme de rupture hétérolytique. Normalement, vous devez connaître ce terme, rupture homolytique, hétérolytique. Qu'est-ce que ça veut dire? Hétérolytique ou hétéropolaire, ça veut dire que la liaison qui va être rompue va aller sur l'un des deux atomes, donc soit sur l'oxygène de droite, soit sur l'oxygène de gauche. Et puis là, on peut essayer d'écrire ce qu'on a dans chaque cas de figure. Donc dans le premier cas, je vais me retrouver ici avec... Donc là, on imagine ces intermédiaires. Évidemment, la réalité est plus complexe. La liaison ne va pas se rompre toute seule, parce que là, j'aurai un oxygène avec une lacune, et de l'autre côté, un ion hydroxyle. Bien, ce qu'il faut, c'est comparer ça avec la situation qu'on a en dessous. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la charge moins, cette fois-ci, est sur l'oxygène du carboxylate, et qu'en face, j'irai former un espèce d'ion OH+, qui évidemment n'existe pas. Hein. Là, on essaie de raisonner pour voir, en fait, la question, si on la reformule, c'est de quel côté ce doublet sera le mieux stabilisé? Parce que finalement, une lacune, c'est juste du rien. Bon, ce doublet, on voit que sur l'ion hydroxyde, il est localisé sur l'ion oxygène. Par contre, dans cette molécule-là, on voit bien qu'on peut dessiner 2 formules mésomères, ce qui va en quelque sorte stabiliser le doublet électronique. Donc on a plutôt une liaison qui est entre guillemets polarisée vers cet atome d'oxygène. Donc si on devait déduire le site électrophile, on aurait quelque chose comme ça, on aurait delta plus sur cet atome-là et delta moins ici. D'accord? Donc pour répondre à la question,
on voit que c'est cet oxygène qui joue le rôle de site électrophile. Ensuite, on vous demandait citer une utilisation de cette propriété en synthèse organique. S'agit-il d'une réaction d'oxydation? Là, normalement, alors poser comme ça, la question n'est pas évidente, mais si vous raccrochez avec votre cours de chimie organique, vous savez que les peroxyacides sont utilisés pour les réactions d'époxydation des alcènes. Époxydation des alcènes. Et je vais vous en profiter, même s'il n'est pas forcément au programme, pour vous présenter rapidement en fait le mécanisme de l'époxydation, parce que je trouve que ça raccroche bien avec cette question. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va présenter un alcène comme ceci dans le plan perpendiculaire à votre feuille. Et puis en fait, le péracide va venir présenter justement l'oxygène électrophile. Mon schéma n'est pas très beau, je suis désolé. Et on imagine assez facilement qu'il puisse y avoir une liaison hydrogène intramoléculaire ici. Et du coup, c'est une sorte de mécanisme concerté, finalement, qu'on va avoir, avec à la fois l'alcène qui s'additionne sur l'oxygène et l'oxygène sur l'alcène, ce qui va permettre de créer les deux liaisons de l'époxy. Et puis ce doublet-là qui va remonter puisqu'on doit rompre la liaison oxygène-oxygène. Ce doublet-là qui va permettre de créer la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène qui était déjà engagé dans une liaison hydrogène. Et ce doublet-là qui revient sur l'oxygène. Si vous suivez bien les flèches, normalement, vous arrivez à ça. Plus l'acide carboxylique. Voilà. Question suivante, on vous demande de déduire des données la valeur du potentiel standard du couple O2, H2O2. On voit dans les données qu'on a déjà deux couples avec des potentiels redox standards. On a le couple O2 gaz, H2O liquide. Donc je peux écrire la demi-équation redox qui va s'écrire O2 gaz donne 2H2O liquide. Et donc je vais rajouter ici 4H plus AQ plus 4 électrons. Et on nous donne également le couple H2O2, H2O. Donc c'est H2O2 AQ. H2O liquide. Et là également, je peux écrire la demi-équation redox. H2O2 AQ d'un côté. De l'autre côté, j'ai donc H2O liquide. Il m'en faut 2. Et donc ici, j'ai 2H plus AQ plus 2 électrons. Donc là, j'ai écrit ce qu'il y avait dans les données. Et puis là, ce qu'on nous demande, donc là, les potentiels standards sont connus. Ce qu'on nous demande, c'est pour le couple. Donc je vais numéroter les équations. 1, 2. Et puis pour la troisième, là, c'est O2 gaz H2O2 AQ. Si j'écris la demi-équation, j'ai O2 gaz d'un côté, H2O2 AQ, et donc ici j'ai plus 2H plus AQ plus 2 électrons, et je veux dire que cette équation, c'est l'équation 3. Là, normalement, vous voyez très rapidement qu'il y a une combinaison linéaire, que l'équation 1, c'est la somme des équations 2 plus 3, tout simplement. Donc on peut en déduire qu'on a la même chose entre les enthalpies libres standards de demi-réaction que je vais noter delta R sur 2 G standard. Donc j'ai delta R sur 2 G standard 1, qui est égal à delta R sur 2 G standard 2 plus delta R sur 2 G standard 3. Or, il faut se rappeler qu'on a la relation pour un delta R G standard donné, G standard donc d'une équation I pour une demi-équation, c'est moins nombre d'électrons échangés fois F, constante de Faraday, fois le E standard du couple oxydant-réducteur. Okay, donc si on remplace, là ça va assez vite, on a moins 4F fois le potentiel standard du couple
O2, je ne vais pas remettre tous les états physiques, O2H2O, égale moins 2F fois le potentiel standard du couple H2O, H2O2, pardon, H2O, moins 2F fois le potentiel standard du couple O2, H2O2. Et donc on en déduit assez facilement celui qui est demandé, à savoir le potentiel standard du couple O2, H2O2, c'est-à-dire celui qui donne l'équation est ici. Eh bien ça va être 2 fois le potentiel standard du couple O2, H2O, moins le potentiel standard du couple H2O2, H2O. Si je fais l'application numérique, je trouve un potentiel standard pour le couple O2, H2O2 pardon, de 0,68 volts. Alors, nous y voilà. Cette question, vous allez voir, elle clarifie pas mal de choses. On vous demande de voir ce qui est prévu par la thermodynamique lorsqu'on met peroxyde d'hydrogène dans une solution aqueuse. En fait, si on fait une petite échelle des potentiels redox standard, on va se rendre compte qu'on a le couple H2O2, H2O à une valeur de 1,78, et puis celui qu'on vient de calculer ici à 0,68, c'est le couple O2, H2O2. Il apparaît donc immédiatement que H2O2 a deux domaines disjoints, donc il ne peut pas être stable dans ces conditions, il va forcément réagir et faire une réaction de dismutation pour se transformer en O2 et H2O. Donc on a une dismutation spontanée de H2O2. Et donc l'équation, on peut l'écrire H2O2 aqueux. C'est celle que j'ai écrite au début. C'est pour ça que moi, cette question, honnêtement, si j'avais construit le sujet, je l'aurais fait arriver plus tôt parce qu'elle clarifie beaucoup de choses. Et donc, H2O2 aqueux donne H2O liquide plus 1 demi de O2 gaz. Et on vous demande de calculer la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre à 280 Kelvin, à 298 Kelvin, je vous rappelle qu'on peut l'écrire 10 puissance n fois la différence de potentiel standard, donc E standard du couple H2O2, H2O, moins E standard du couple O2, H2O2, divisé par 0,06. Ok, je ne refais pas la démonstration. Et donc, si on fait l'application numérique, ça nous donne 10 puissance. Donc le nom, petit n, c'est le nombre d'électrons échangés. Donc ici, il y en a 2, fois 1,78 moins 0,68, le tout divisé par 0,06. Donc ça, grosso modo, si on calcule ce qu'il y a dans la puissance, dans la parenthèse, ça fait 1,1, donc ça me fait du 2,2, donc ça fait du 220 divisé par 6. Ok, ce qui nous fait 10 puissance 30, 36. Bon, si on veut être un peu plus précis, 36,7 quoi, mais bon. On a une constante d'équilibre qui est évidemment très élevée. Bon, cette question-là, elle est très courte. On nomme oxygéner les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogène. Quels critères peut-on invoquer pour justifier l'existence de solutions aqueuses d'oxygéné ? Oui, on voit que d'un point de vue thermodynamique, la solution n'est absolument pas stable, puisque la dismutation est quantitative. Mais en revanche, c'est simplement qu'il y a ce qu'on appelle une stabilité cinétique. Je note le terme. C'est-à-dire que la réaction de dismutation est lente. Car la réaction de dismutation, alors là il pleut au-dessus de moi, donc je me dis peut-être que vous entendez la pluie dans la vidéo, je suis désolé. Dismutation de H2O2 est lente.
Dans la question suivante, donc l'acide peracétique est obtenu par l'action de l'acide acétique sur l'eau oxygénée. On voit qu'il y a un état d'équilibre. On nous demande de proposer un mécanisme réactionnel associé à la formation de l'APA dans les conditions indiquées. Donc là, bon, on peut assez raisonnablement proposer quelque chose. Donc on a d'une part l'acide carboxylique, on sait qu'il va jouer plutôt le rôle d'électrophile. Et puis de l'autre côté, on a le peroxyde d'hydrogène. On sait que les acides carboxyliques et dérivés subissent des réactions d'addition-élimination. Donc, essayez toujours de partir sur quelque chose que vous connaissez. On ne va pas vous faire inventer de toute pièce un mécanisme, ou en tout cas c'est très rare. Donc, on va démarrer par une addition nucléophile intermoléculaire, ce qui va nous conduire à la structure suivante. Après l'étape d'addition, il va falloir faire une élimination. Donc là, 2 options, ça dépend un peu du pH du milieu, on n'a pas trop d'infos. Visiblement, si on a la forme acide, c'est qu'on est plutôt en milieu acide. Donc dans ce cas-là, on va proposer probablement une prototropie pour activer le groupe partant. Donc prototropie, c'est-à-dire que c'est comme une double réaction acide-base, mais ça revient formellement à faire migrer ce proton vers le groupe partant. Pour l'activer, on obtient donc la structure suivante. Et donc ça se termine bien évidemment par une élimination de la molécule d'eau. Et là, vous obtenez bien les produits souhaités, à savoir CH3COOH plus H2O. Alors là, les chimistes, on arrive vraiment sur la partie classante de ce sujet, d'après moi, parce que premièrement, c'est une résolution de problème qui va demander un peu plus de démarche perso. Deuxièmement, c'est calculatoire et ça porte sur un titrage de plusieurs espèces en même temps, dont un titrage indirect. Donc voilà, question très intéressante qui vaut un bon paquet de points, à mon avis, sur le total de l'épreuve. Donc ça, vraiment, à bosser. N'hésitez pas vraiment à bien le chercher avant de regarder la correction. Donc on y va, il y a quand même pas mal d'indications. Là, ce qu'on souhaite faire, c'est... donc c'est pas facile, mais ça reste un classique. Donc vraiment quelque chose que vous devez savoir faire quand on va se retrouver là début mai. Alors, on cherche à évaluer la teneur massique en peroxyde d'hydrogène et en APA, donc en acide peracétique d'une solution commerciale. Ok. On vous dit, voilà, il y a une info que vous ne pouvez pas deviner. On titre d'abord le peroxyde d'hydrogène par manganimétrie. Donc ça, en fait, c'est au moment où on titre par une solution de permanganate de potassium. Ça se passe ici. Et puis directement, l'APA par iodométrie. Donc ça se passe ici, lorsqu'on ajoute des ions iodures en excès, puis on titre par du thiosulfate. Ok ? Voilà. Déjà, il va falloir être capable d'écrire les équations chimiques qui permettent de modéliser les transformations. Donc il faut bien avoir compris le sujet. On a à la fois H2O2 et l'acide peracétique. Donc, première équation chimique, on voit qu'on va titrer par le permanganate de potassium. Donc, n'oubliez jamais de vous réappuyer au maximum sur les données. On voit qu'il y a le potentiel standard du couple MnO4-Mn2+ qui est donné. Et puis, on avait calculé le potentiel standard du couple O2H2O2. D'accord ? Donc, la première réaction, c'est une réaction entre MnO4- et H2O2. Et elle va s'écrire de la manière suivante. Donc là, je vous laisse le temps de mettre pause, écrire la demi-équation, mais moi, je vais aller un petit peu plus vite. Donc on va avoir 2 MnO4- aqueux plus 5 H2O2 aqueux plus 6H+ aqueux qui va donner 2 Mn2+ aqueux plus 5 O2 gaz plus 8 H2O liquide. Ça, c'est le premier titrage. À la limite, je peux, comme je sais que les autres équations de réaction, elles vont permettre de titrer le deuxième composé, je peux directement exploiter ce titrage, donc en écrivant la relation à l'équivalence. Donc je vous rappelle qu'une relation à équivalence, vous l'écrivez toujours d'abord entre les quantités de matière, donc ça va donner quantité de permanganate donc versée pour le volume V1 divisé par 2, qui va être égal à la
quantité de peroxyde d'hydrogène titré divisé par 5. Et ce qu'on cherche, nous, c'est la teneur massique. Donc on cherche MH2O2 sur M, petit m, hein, qui vaut 500 mg. Donc, or, on sait que la masse de H2O2, ça va être NH2O2 fois sa masse molaire. Ok ? Donc, j'en déduis que la masse d'H2O2, si je remplace, ça va être 5,5 fois la concentration en ion permanganate fois V1 fois la masse molaire d'H2O2. Donc j'ai fait l'application numérique et j'ai obtenu 22,8 grammes. Donc je peux en déduire la teneur massique que je vais appeler taux de H2O2 par exemple, qui va être de 4,6%. Voilà, ensuite je vais me focaliser sur la suite pour déterminer la teneur massique en APA. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord que, donc là c'est ce que j'ai surligné en rouge, on ajoute 1 g d'ion I-. Et donc les ions I-, ils vont permettre de réduire l'acide peracétique en acide acétique. Et ensuite, le diode qu'on a obtenu de cette manière-là, eh bien, il va être titré par les ions de thiosulfate. Donc finalement, je vais écrire l'équation 2, qui n'est pas l'équation support du titrage, mais l'équation préliminaire, qui est CH3COOOH plus 2I-, je ne mets pas les états physiques là, je vais un peu plus vite, plus 2H+, qui va donner CH3COOH plus H2O plus I2. Et vous voyez, ça c'est la première réaction, et ensuite ce diode formé, on va le titrer par les ions thiosulfate, selon l'équation 3, donc là, ça va nous donner I2, plus 2 ions thiosulfate S2O3 de moins, qui donne 2I-, plus S4O6 de moins. Je pars toujours de ma relation à l'équivalence. Donc la relation à l'équivalence, elle vient de l'équation du titrage. Donc ici, c'est l'équation 3, et non pas l'équation 2. Donc ça veut dire que j'écris que NI2 titré, c'est N thiosulfate à l'équivalence, donc ici, si vous avez bien énoncé, c'est à V2, divisé par 2. Et or, grâce à l'équation 2, eh bien, je peux dire que NI2 titré, vu les coefficients stoichiométriques, c'est la même quantité que CH3COOOH, que je vais noter APA directement, donc c'est la quantité de matière, d'APA. Donc j'en déduis que la masse d'APA, directement, je peux le faire, c'est 1,5 de la concentration en thiosulfate fois V2 fois la masse molaire de l'APA. Là, je vais mettre la formule pour ceux qui veulent bien faire le calcul. Et on arrive à l'expression littérale suivante. J'ai fait l'application numérique et ça m'a donné pour la masse d'APA 139,1 grammes. Je peux évidemment en déduire la teneur massique d'APA. Et je trouve 27,8%. Bon, ensuite, en supposant que la dégradation de l'APA en solution est associée à son hydrolyse, déterminez en effectuant les approximations correspondantes la constante de vitesse de la réaction correspondante. Pas évident, bizarre, parce que c'est pas évident, mais si on arrive à poser les choses, c'est facile. Déjà, on va réécrire l'équation de la réaction d'hydrolyse de l'APA. En fait, cette équation, c'est tout simplement l'inverse de l'équation de synthèse de l'APA qui est écrit dans le sujet à la question 3. D'accord ? C'est l'APA qui réagit avec... Ah mince, j'ai fait une erreur encore. Avec, de l'eau
pour donner de l'acide peracétique et de l'eau oxygénée. Et on peut très bien imaginer que si on a une réaction avec un ordre, on aurait une loi de vitesse du type K fois la concentration d'APA, donc APA c'est CH3COOOH, fois la puissance alpha fois la concentration H2O puissance bêta. Bien évidemment, comme on est en solution aqueuse, il va de soi que l'eau est en concentration très élevée devant n'importe quelle soluté, notamment ici l'APA. Donc on pose une constante de vitesse apparente qui serait K fois H2O puissance bêta par exemple. Et du coup dans ce cas on a une loi de vitesse qui serait plus du type K apparent fois la concentration d'APA puissance alpha. Et puis, que dit l'énoncé? L'énoncé nous dit, remonter au début, période de demi-vie, donc T1 demi, d'environ 20 minutes. Et à aucun moment on vous dit, on vous précise la concentration initiale. Donc là, c'est à vous d'être un petit peu malin et de se dire, visiblement, on a un T1 demi qui, c'est grosso modo 20 minutes, peu importe la concentration initiale en APA. Et ça, vous savez que un temps de demi-vie indépendant de la concentration initiale, ça veut dire que l'ordre est égal à 1. Et donc une fois qu'on sait qu'on a un ordre 1, on en déduit que la constante de vitesse, mais du coup qui est une constante apparente, c'est ln de 2 sur le T1 demi. Et donc évidemment, si vous faites l'application numérique, ça nous donne une constante de vitesse apparente de 0,035 minutes moins 1. Pour ceux qui préfèrent, on peut l'exprimer en heure moins 1 et ça nous fait 2,1 heure moins 1. Bon, petite analyse critique de la fiche. On a le point 2, on en a déjà parlé pour la cinétique. Les solutions concentrées peuvent renfermer jusqu'à 40% d'acide peracétique. Il faut renvoyer du coup à la question... Pardon, c'est la question combien? La question 4, effectivement, on est d'accord avec ça, puisqu'on avait, je crois, 27,8% en masse d'acide peracétique, donc c'est OK. Et on nous dit notamment pouvoir oxydant de l'APA par rapport à l'eau oxygénée. Là, regardez, il faut reprendre l'équation encore de la question 3. Donc, entre l'acide acétique et l'eau oxygénée, qui sont en équilibre avec l'APA et l'eau. Déjà, s'il y a un équilibre, c'est qu'ils ont des pouvoirs oxydants comparables. Ensuite, on voit quand même, si on est bien énoncé, que le K standard est égal à 2. Ça veut dire que l'équilibre est quand même légèrement plus en faveur des produits, donc déplacés vers la droite. Donc on peut dire que H2O2 a donc un pouvoir oxydant plus fort que l'APA. En fait, on peut s'en remettre à l'expression de la constante d'équilibre, parce qu'on sait que K standard à 298 Kelvin, c'est 10 puissance, fois le nombre d'électrons échangés, donc ici c'est 2, fois la différence de potentiel standard, donc E standard du couple H2O2, H2O, moins le potentiel standard du couple APA, CH3COH, divisé par 0,06. Et on peut calculer du coup le potentiel standard du couple APA CH3COH, et c'est bien ce qui est attendu quelque part, puisqu'on vous dit critiquer de manière qualitative et quantitative. Et tiens, cette application numérique, je vous la laisse, donc vous me mettez dans la description de la vidéo combien vous trouvez, et comme ça, moi, je peux vous valider ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on doit trouver que le potentiel standard du couple H2O 2H2O est bien supérieur au potentiel standard du couple APA CH3COH, puisque la constante d'équilibre standard est supérieure à 2.
Enfin, la dernière question. Alors là, c'était vraiment déjà, si vous avez réussi franchement à faire les 6 questions dans les 30 minutes, c'est déjà très très bien. Et en plus, cette question, bon, elle est un peu borderline, mais on peut quand même la faire. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de présenter les avantages et inconvénients de la synthèse alternative qui est présentée ici et proposer des conditions opératoires pour obtenir le polymère dont on donnera l'unité de répétition. Donc pour cette synthèse, on vous dit que c'est action de l'eau oxygénée sur l'acétylcaprolactame. Alors on y va. Donc là, je ne vais pas détailler le mécanisme, mais comme au début du sujet, on peut proposer un mécanisme d'addition-élimination, et on arrivera à ceci. Donc on a bien entendu d'un côté l'APA, acide peracétique, et de l'autre côté, le monomère pour la synthèse. Qui est un caprolactame, le caprolactame. Alors un avantage de la synthèse, peut-être qu'on peut dire qu'on aura un bon groupe partant, ici. Un inconvénient, là on vous parle de l'économie d'atomes. En fait, effectivement, on récupère l'APA, donc ça veut dire que tous ces atomes-là sont perdus. C'est pourquoi on le réutilise pour un polymère. Néanmoins, c'est l'occasion de rappeler ce que c'est que l'économie d'atomes. Donc l'économie d'atomes, ça va être la masse molaire du produit d'intérêt sur la somme des masses molaires des produits. Donc des produits I, on va mettre. Donc si par exemple ici on fait une application numérique de l'économie d'atomes, la masse molaire de l'APA c'est 76 grammes par mol, et donc on va avoir en bas 76 plus la masse molaire du caprolactame, 113 grammes par mol, ce qui nous fait une économie d'atomes de 40,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 40% de la masse des atomes qui se retrouvent dans mon composé d'intérêt et 60% de la masse des atomes initiaux qui sont perdus. Heureusement, on vous dit on va utiliser ce sous-produit pour la synthèse d'un polymère dont on donnera une unité de répétition, etc. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est de dire l'économie d'atomes est faible, mais du coup on a trouvé un moyen de revaloriser le sous-produit. Alors maintenant, vraiment, la dernière question, je pense qu'elle est un peu limite, mais voilà, je vais y répondre rapidement. En fait, ce qu'on va faire pour la synthèse du polymère, c'est qu'on va amorcer avec un nucléophile. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, je vais me contenter de mettre nucléophile. Donc, par exemple, du butyl-lithium ou autre chose. On va avoir une première étape d'addition nucléophile. Voilà, comme ceci, qui va être bien entendu, comme vous vous en doutez, suivi d'une élimination. Alors, attendez, que je fasse les choses bien. Voilà. Et une élimination qui permet, hop, de casser la liaison carbone-azote. Et là, on a amorcé la réaction. Là, j'ai NH-, et celui-ci va revenir s'additionner, du coup, sur un autre monomère. Ça veut dire que là, une fois que j'ai composé de départ, je vais remettre un autre monomère en face. Et à partir de là, les étapes de propagation vont démarrer. Donc c'est encore des mécanismes d'addition-élimination. Si bien que la chaîne va s'agrandir et que pour le polymère, on va pouvoir proposer la structure suivante. Et donc ce qu'on a formé, c'est un polyamide. En l'occurrence, ici, c'est ce qu'on appelle le polyamide 6. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 atomes de carbone qui séparent chaque groupement amide. Voilà les chimistes, bon c'est un exo qui n'était pas simple,
qui est un petit peu long, mais je pense qu'il est très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, lâcher un petit commentaire, et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochains exercices. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour ces révisions un peu compliquées et confinées. Et puis bah voilà, prenons bien soin de nous, de nos proches. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel exo de chimie. Allez, salut!